bienvenue pour une nouvelle émission de Semence Mag. Alors, en purée, en vapeur, rissolée ou bien en frites, la pomme de terre est le légume préféré des Français. Mais savez-vous que derrière chaque pomme de terre, il y a une utilisation particulière, une variété pour chacun de ces plats? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec nos invités, car nous allons voir que la pomme de terre n'a pas fini de nous surprendre. Éric Bonnel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur recherche et développement pour la société Germicopa. Thierry Lamblin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing de la société Parmentine. Et enfin, Anna Balfray, bonjour. Bonjour. Vous êtes une blogueuse spécialisée cuisine avec les sites de Cook the Web et Annika Panika, c'est bien ça. Alors, Anna, comment et pourquoi devient-on blogueuse spécialisée dans la cuisine ? Tout simplement une envie de partage, tout simplement une découverte d'abord des blogs culinaires et un milieu qui était absolument passionnant. Et j'avais envie de faire comme les autres et partager. Finalement, c'est devenu mon carnet de recettes et qui sert à mes enfants et à leurs amis. Et ça me permet de transmettre aussi ce que je fais aux autres. Alors donc vous êtes suédoise d'origine. Absolument. Et pourquoi cette passion pour la pomme de terre ? Alors ça, c'est effectivement génétique, héréditaire, je ne sais pas comment ils font le dire, mais la pomme de terre reste le légume le plus utilisé en Suède à tous les repas. On mange aussi beaucoup de pain, mais on a tendance à dire qu'en Suède, la pomme de terre remplace le pain. Vous avez de la pomme de terre à chacun des repas ? À chacun des repas, absolument. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire en Suède, on ne dit pas je vais mettre la table pour indiquer qu'on va passer à table, mais j'ai mis les pommes de terre en route. Ah oui, en effet. En effet. Alors, expliquez-nous, en Suède, l'offre, la diversité des variétés de pommes de terre qui sont proposées est plus importante qu'en France ? A priori, on a moins de variétés de pommes de terre en Suède qu'en France, mais moi je m'attache surtout à une sorte de pommes de terre qui sont les pommes de terre nouvelles. Le printemps a du mal à arriver en Suède, mais quand il arrive, fin avril-mai, c'est la saison des nouvelles pommes de terre, les petites pommes de terre. Et ça, c'est un tel bonheur, une Madeleine de Proust. C'est les petites pommes de terre qu'on mange à la vapeur avec un peu de beurre salé. Et pour moi, c'est cette variété-là à laquelle je pense toujours quand je pense pommes de terre en Suède. Donc en Suède, vous fêtez le printemps avec l'arrivée de la pomme de terre primeur. Exactement. Et donc, au niveau de l'utilisation de la pomme de terre, expliquez-nous comment vous variez et quels sont tous ces plats à base de pommes de terre que vous réalisez en Suède. Alors il y en a énormément, la pomme de terre râpée, la pomme de terre en purée, les pommes de terre en sauce. Il y a une salade qui est très connue où on mélange des pommes de terre avec beaucoup d'anettes et une sauce à base de crème et qu'on peut manger tiède ou froid, les salades de pommes de terre. On fait même aussi des gâteaux de pommes de terre, d'ailleurs je vous en ai amené un, où la pomme de terre remplace la farine, donc on utilise une variété de pommes de terre assez farineuse. On la mange vraiment à toutes les sauces, la pomme de terre, et à tous les repas. Mais j'ai envie de vous demander, vous avez une recette préférée ? Je crois que c'est les pommes de terre nouvelles, toutes simples. Alors il y en a beaucoup d'autres, bien entendu. En plus, avec ma culture française, il y a toutes les recettes de pommes de terre, comme les gratins de pommes de terre. Moi, cette odeur qu'on a à la maison quand ça cuit, moi, j'adore ça. Mais vraiment, une pomme de terre nouvelle, toute simple, à l'eau, pour moi, c'est le bonheur. Alors expliquez-nous, parce que votre ADN aujourd'hui, c'est de créer de l'innovation autour de ces recettes. Donc on a bien compris, la pomme de terre est une tradition dans les recettes suédoises. Comment faites-vous aujourd'hui pour mettre de l'innovation dans vos recettes ? Expliquez-nous un peu votre secret. Alors la question, c'est est-ce que je mets vraiment de l'innovation ou est-ce que je mets ma touche à moi ? Votre touche. Je pense que c'est plutôt ma touche à moi. Je n'ai pas la prétention de dire que j'innove. J'utilise des recettes traditionnelles et j'y mets peut-être une autre épice ou je le fais d'une façon un tout petit peu différente. Mais je la mets à ma sauce en fait. Ce n'est pas de l'innovation, c'est de l'adaptation de recettes. Prendre une recette traditionnelle, la changer un tout petit peu pour qu'elle ait un côté un peu plus moderne. Peut-être avec des techniques modernes, des découpes auxquelles on n'avait pas pensé avant. Peut-être avec des épices qui sont à des années-lumière de ce qu'on utilisait en France ou en Suède. Et c'est plutôt de twister les recettes, excusez-moi pour l'anglicisme, mais twister les recettes plutôt que innover sur des recettes. Donc vous considérez aujourd'hui que la pomme de terre est indémodable dans vos recettes ? Absolument, totalement indémodable. On la retrouve Alors partout. on peut retrouver toutes ces recettes facilement ? On en retrouve très très facilement, entre autres donc sur mon blog. Il suffit d'écrire pommes de terre dans la zone de recherche et toutes les recettes à base de pommes de terre vont sortir. Donc vous nous invitez à aller cuisiner la pomme de terre. Absolument. J'imagine, évidemment. Alors Thierry Lamblin, votre entreprise adapte, innove en permanence pour permettre aux consommateurs de consommer
de différentes manières la pomme de terre. Oui. Expliquez-nous quel est votre travail exactement et votre approche du consommateur. D'accord. Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler que Parmentine, c'est une entreprise qui appartient à plus de 400 producteurs aujourd'hui. Donc on travaille avec au niveau des plants de pommes de terre avec de l'anticipation parce qu'on doit planter cette année au printemps ce qui va être vendu l'année prochaine. Donc on a besoin de beaucoup d'anticipation et de suivre et de coller aux attentes des consommateurs. Donc comment on essaie d'y répondre? On va beaucoup au contact des consommateurs, dans les rayons des supermarchés, sur les marchés. On fait beaucoup d'enquêtes pour savoir leurs attentes. On s'aperçoit que dans un océan de variétés et de choix, le consommateur attend des réponses simples. Il veut ce midi ou ce soir faire de la salade ou des frites ou du gratin et il a besoin de repères très très simples et très lisibles dans le rayon. C'est pour ça qu'au niveau de nos produits, on propose un balisage très clair et très explicite pour vraiment indiquer au consommateur le produit qu'on lui recommande et la segmentation culinaire qu'on lui recommande. Oui, parce que vous mettez à la fois en avant le nom des variétés, parce qu'on connaît tous des variétés extrêmement connues de pommes de terre, mais à la fois, à chaque fois, vous associez une variété à son utilisation culinaire. Oui, alors il faut savoir qu'au niveau des variétés de pommes de terre, il y en a des centaines qui existent. Donc pour ne pas perdre le consommateur, nous, notre mission, c'est de l'aider et le rassurer afin qu'il puisse avoir 12 mois sur 12, de janvier à décembre, quand il achète une pomme de terre pour faire de la frite. Nous, notre mission, c'est de faire en sorte que, quel que soit le mois de l'année, elle soit adéquate pour faire des frites ou de la purée. Certaines variétés sont précoces, on les récolte dès le mois d'août, mais au bout de 3 mois, commencent à tomber un peu sont moins goûteuses. Donc on doit proposer tout au long de l'année les meilleures variétés pour avoir quelque chose de constant. C'est vraiment le plus important. Donc au niveau de l'étiquetage, expliquez-nous ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur ces produits pour nous repérer. Bien sûr. Alors les principales segmentations culinaires, on les connaît. C'est les pommes de terre plutôt farineuses pour faire des frites ou de la purée. On y répond par un emballage frites-purée. Pour faire de la vapeur ou de la salade, on communique aussi dessus de façon très explicite. Et la variété vient souvent en commentaire secondaire, en information complémentaire. Au niveau des segmentations aussi, sur celle-là, on communique aussi sur le mode de cuisson qui est micro-ondable et sur une destination qui est salade. Par exemple, salade. Alors, vous venez de sortir une nouvelle approche, c'est-à-dire que vous nous proposez des pommes de terre cuites en 6 minutes. Oui, tout à fait. Alors, c'est pareil, vous parliez des attentes des consommateurs et ce dont on s'aperçoit avec beaucoup d'enquêtes qui peuvent être faites, c'est que tout le monde adore la pomme de terre. Par contre, quand on leur dit « ce midi, vous avez mangé quoi ?»« Ah non, le midi, j'ai pas le temps, je mange des pâtes, du riz, vous allez vous dire des la produits même chose. Transformés, on n'a pas le temps. » Donc, pour nous, le premier frein à la consommation, c'est la praticité, c'est le temps. Et donc, à partir du moment où on avait déjà lancé ce type de sachet micro-ondable qui cuit entre 10 et 15 minutes suivant le grammage. Là, pour 1 kg, c'est 15 minutes. Et on a travaillé pour réduire les tailles des conditionnements. Et aujourd'hui, on propose effectivement dans une cup 250 grammes. Donc, c'est une portion plutôt unitaire, proche du besoin pour une personne. Et du coup avec un temps de cuisson très très court de 6 minutes, plus un choix de sauce, tomate basilic ou fromage blanc et ciboulette. Donc on est vraiment dans la réponse à un des freins à la consommation. Et le frein à la consommation, c'est d'abord le temps. C'est le temps, mais donc expliquez-nous pour qu'on puisse comprendre le choix de la variété est donc important, c'est-à-dire que les caractéristiques intrinsèques de la pomme de terre ont permis cette innovation. Bien sûr, il y a effectivement en cuisson micro-ondes, donc a fortiori dans cet emballage, des variétés de pommes de terre qui conviennent très bien et d'autres très mal. On est dans un segment à chair ferme et malgré tout dans le segment à chair ferme, certaines variétés correspondent moins bien. Par exemple, les variétés à peau rouge qui ont tendance à être un peu trop farineuses à notre goût. Et deuxièmement, certaines variétés ont une peau qui est trop épaisse. Ce qui fait que quand on mange la pomme de terre, et là on peut la manger avec la peau, elle reste dans la dent, sous la dent, c'est très désagréable. Donc on préconise certaines variétés qu'on récolte le plus tôt possible dans l'année. On les fait produire avec des protocoles agronomiques pour avoir des grenailles, des toutes petites pommes de terre. Parce que c'est pareil, si on veut un temps de cuisson très très court. Et on voit bien que la taille est... Voilà. Si on veut un temps de cuisson très rapide, il faut des petits calibres. Dans ces formats-là, le calibre, c'est 28 à 32 mm, c'est-à-dire très 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 petit. Et pour avoir des quantités de pommes de terre dans ce calibre-là, il faut en produire beaucoup plus pour avoir après la capacité à les choisir. Donc dans votre offre, aujourd'hui, vous utilisez combien de variétés de pommes de terre différentes? Dans l'ensemble de notre plan de production, on est environ à peut-être 30 ou entre 30 et 40 variétés au total.
Ah oui, et donc dans ces 30 et 40 variétés au total, vous trouvez toutes les caractéristiques aujourd'hui ou vous avez des attentes pour les pommes de terre de demain? Des nouvelles variétés? On répond aux principales attentes sur les segments culinaires. Il y a peut-être des besoins ponctuels dans certaines périodes de saison. Parce qu'à la fois, on veut produire, le consommateur, il a raison, il veut consommer de la pomme de terre française. Et sur certaines périodes de fin de saison, au printemps par exemple, il peut y avoir des difficultés pour trouver des variétés vraiment adéquates ou dans un état de qualité gustative vraiment optimale. Ça peut arriver. Alors comment faites-vous aujourd'hui pour choisir, pour tester, pour choisir toutes ces variétés qui sont commercialisées en France? Alors, on a dans le groupe Parmentine, on a un service agronomique qui est dédié, qui travaillent à temps plein dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reçoit de nos obtenteurs tous les ans des propositions de variétés à essayer. On parlera après. Et comment dire, et nous, notre mission, c'est de les sélectionner. Donc on en reçoit tous les ans, je crois qu'à peu près tous les ans, on en teste une centaine. On teste 100 variétés. 100 variétés. Mais pas une année simplement, parce qu'une variété peut être très bonne une année et mal donnée l'année suivante. Quand vous dites très bonne et mal, c'est en fonction des conditions pédoclimatiques, des agresseurs. Il y a beaucoup de facteurs. Donc on essaye ces variétés, en général 3 ans. Ça permet déjà d'avoir un focus assez large. Et deuxièmement, on les essaye sur nos différents terroirs de production. En Beauce, en Champagne, en Picardie, en Bretagne ou dans le sud, dans nos productions de primeurs. Ce qui fait qu'on a vraiment un rendu et on peut vraiment dire, telle variété, elle est vraiment optimale en début de saison, dans le sud. Celle-là, elle est optimale en fin de saison, en Picardie, etc. etc. Et ça nous permet d'avoir le meilleur choix et de nous sécuriser. Parce qu'après, il faut savoir qu'on achète les plants, et on va les récolter l'année suivante. Donc on n'a pas intérêt de se tromper. Bien sûr. Alors justement, Éric Bonnel, vous êtes à l'origine de cette diversité de variétés de pommes de terre. Expliquez-nous concrètement comment vous faites pour créer cette diversité. Pour créer cette diversité, on cherche dans un premier temps à être à l'écoute du marché. Donc Thierry nous expliquait que sur le segment du frais, les attentes sont diverses. Ça se croise avec les bassins de production, les qualités du terroir qui interagissent avec la génétique. Et quand on a à peu près un profil de ce qui est attendu de nous, on définit ce qu'on appelle des idéotypes, c'est-à-dire la pomme de terre idéale par segment de marché. Et ailleurs, on lance la génétique. Et lancer la génétique. Quand vous dites on lance la génétique, c'est-à-dire que vous avez un objectif, vous voulez une pomme de terre qui puisse cuire en 6 minutes. Mais concrètement, vous partez de milliers de plants de pommes de terre différents? Vous faites comment? Non, on a dans nos collections toutes les ressources génétiques et on capitalise à la fois sur les espèces non cultivées, sauvages, apparentées, qui ont des caractéristiques de résistance à des parasites ou des caractéristiques que l'on recherche, mais qui ont plein de défauts. Et on va les croiser, et là on utilise la reproduction sexuée, hein, c'est les fleurs, c'est la production de graines, ces petites graines qui sont en pommes de terre, qui sont comme des graines de tomates. Elles sont minuscules, les graines de pommes de terre. Elles sont minuscules, elles sont en semi-direct au champ, c'est très très fragile, donc c'est pour ça qu'en fait... Je pensais qu'on ne passait que par des plants. Non, le point de départ, c'est très clairement la graine. C'est la génétique qui démarre là, toute la recombinaison qui est utilisée. Et entre les graines qui sont semées, ou là dans un sachet de graines, il y a un père et une mère, qu'on a sélectionné en fonction des qualités du père et de la mère, et on va chercher à combiner dans les descendants, dans les enfants, on va chercher à combiner les qualités et à réunir le moins de défauts possible. Chacun des frères-sœurs dans ce sac est génétiquement différent. C'est exactement comme la génétique humaine, c'est même un peu plus compliqué. Et ces graines très fragiles sont semées dans des serres pour la première génération de production de tubercules. Alors, c'est encore plus petit que les mini-tubercules qu'on a vus dans la boîte là-bas. C'est aussi des plantes. Alors, ce sont des plantes. Je crois qu'on parle de micro-tubercules. Alors, les micros, c'est ce qui est mis dans les laboratoires in vitro pour la conservation des ressources génétiques. Là, ce sont vraiment des mini-tubercules dans des petits pots, dans des serres. Ils sont gros, entre 10-15 mm, donc 2 fois plus petits que ceux que vous commercialisez. Donc très fragiles, mais c'est la première génération. Et l'année suivante, on va les planter. On parle de semences, mais de plants en pommes de terre. On va les planter dans des champs. Et entre la graine et les produits commerciaux qu'on peut, à finalité commerciale, il se passe au plan technique pour les chercheurs entre 10 et 15 ans.
10 et 15 années d'observation, de multiplication, croisement, de non, sélection. Une fois que le croisement est fait, alors tous les ans, il y a une série de croisements, et une fois que le croisement est fait, Elle est simplement pour les produire et elle les est multiplier. simplement reproduite à l'identique. La D'accord. pomme de terre, les tubercules reproduisent la génétique de façon rigoureuse. C'est toujours la même génétique, mais le nombre de tubercules, génération après génération, va augmenter. Et on utilise cet accroissement de nombre de tubercules pour les individus retenus. À chaque stade, on retient d'abord par une sélection purement visuelle, ça me plaît pas. Visuel au champ, donc. Au champ, c'est le sélectionneur qui est déjà sur l'apparence, a déjà une idée de ce qu'il recherche, des gros tubercules, des petits, des ronds, des pommes de terre à peau de crapaud plutôt pour l'industrie. Des pommes de terre à peau de crapaud, je ne les connaissais pas, Oui, celles-ci. les Américains parlent de recette Burbank, la peau recette, pardon. Et la variété américaine est effectivement de ce style-là. Des variétés à peau rouge, des longues, des rondes, enfin ça c'est la sélection visuelle. Puis ensuite, au fil des années, on commence à estimer les rendements, les qualités technologiques. Est-ce que c'est sucré, pas sucré? Est-ce que ça a de la matière sèche? Le goût? Vous faites des tests de résistance à la friture, la coloration des frites, par exemple? Absolument, chaque année. Chaque année, vous testez Chaque année, pendant la phase hivernale, les tubercules récoltés sont testés pour toutes ces caractéristiques technologiques et culinaires. Donc les sélectionneurs, d'ailleurs en général, n'ont pas besoin de déjeuner, mais ils ont suffisamment de pommes de terre au travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce travail de recherche, on est dans un environnement communautaire très réglementé. Donc il se passe entre 10 et 15 ans avant que la pomme de terre soit autorisée à accéder au marché. C'est l'inscription au catalogue national ou communautaire qui donne l'autorisation à Thierry de commencer à faire ses essais. Parce qu'en fait, cette inscription, elle repose sur des critères agronomiques, des critères culinaires, alors j'imagine? Alors, c'est effectivement, alors ça dépend des pays, mais en France, on a un règlement technique qui nous est imposé, c'est le véritable baccalauréat des pommes de terre. Il y a des maths, il y a de la physique, il y a de la chimie, il y a du français, il y a de la philo, il y a tout ça. Donc en fait, il y a 3 ensembles de caractéristiques qui sont évaluées. Les caractéristiques de rendement, le producteur reste toujours payé par le rendement. Donc le rendement, la présentation du tubercule. Les qualités culinaires, on a un système d'évaluation qui est fondé sur de l'analyse sensorielle, alors assez rudimentaire quand même, parce qu'il y a beaucoup d'individus. Puis ensuite, il y a tous les facteurs qu'on appelle facteurs de stabilité du rendement ou de la qualité, les résistances aux parasites, qui sont importants. La pomme de terre interréagit énormément avec l'environnement, et donc il y a un certain nombre de défauts qualitatifs qui sont liés aux stress environnementaux, qui s'appliquent, les coups de chaud, les coups de froid. Les attaques d'insectes aussi. Les attaques d'insectes. Et donc, tous ces phénomènes peuvent altérer la qualité de la pomme de terre. Et donc, tout ça, c'est évalué pendant une épreuve officielle qui dure 2 ans en France. Et donc, sur 2 cycles de culture, ces qualités sont évaluées. Donc, il y a un système de cotation, il y a des bonnes notes, il y a des mauvaises notes. Et après, les producteurs vont pouvoir faire leur choix. Mais de leur choix, dans combien de variétés? Expliquez-nous aujourd'hui cette offre. L'offre est devenue... Thierry a évoqué un océan de variétés, pléthore, qu'il est obligé, en aval des sélectionneurs, est obligé de continuer la sélection, de faire un tri. En France, il y a plus de 250 variétés au catalogue français. 250 variétés différentes commercialisées. Dont une petite vingtaine représente 80% de la production. Et si on est en Europe, il n'y a pas que la France. Et en Europe, il y a actuellement plus de 1600 variétés. Chaque année, les obtenteurs européens proposent au marché plus de 80 variétés en moyenne. D'accord. Alors, dans les années 70, on parlait d'une pomme de terre qui était bonne à tout faire. Je pense à la binge. Ouais. Aujourd'hui, cette diversité, cette offre est extraordinaire. Ah oui, elle a été multipliée par 5. Multipliée par 5. Multipliée par 5 en l'espace de 30 ans. Donc aujourd'hui, vous, sélectionneurs, vous répondez à chacune des demandes, à la fois des producteurs jusqu'aux consommateurs, grâce à ce fonctionnement en filière? Oui. Alors, ce qu'on a vécu ces 30 dernières années en Europe, vous avez évoqué la binge. La binge était une variété qu'on peut qualifier d'hégémonique. Il y avait la binge, qui est déjà une variété d'obtenteur, mais qui avait tellement de bonne qualité par rapport aux vieilles variétés de l'époque. La binge est imposée, et en France notamment, représentait pratiquement 70% de l'assolement. Ah oui. Ah oui. Derrière, il y avait une petite dizaine de variétés qui lui couraient après, chacune avec des parts de marché relativement négligeables. Depuis les années 60, en fait, surtout accentué au niveau de 70,
il y a eu un événement majeur dans l'activité de création variétale, c'est l'introduction de la propriété intellectuelle, qui est le certificat d'obtention végétale, qui a stimulé, qui a poussé les opérateurs, les producteurs, à s'investir dans la génétique de la pomme de terre. La rémunération de la recherche, Voilà. du travail Voilà. de recherche, de création. Tout à fait. Et ça s'est conjugué très exactement avec une demande du marché qui a commencé à se spécialiser. La Binge, qui était la bonne à tout faire, les petits calibres, partaient à l'industrie de la chips. D'accord. Sauf que les chips, elles sont fabriquées au printemps. Et que tout l'hiver, il fallait la conserver. Et en conservation, la pomme de terre, qui est un organisme vivant, continue à évoluer. Et d'un seul coup, les sucres se forment durant l'hiver. Et la Binge, rendue au printemps, était pas très favorable à la fabrication de chips. Les industriels de la chips ont commencé à trouver une variété spécifique, Saturna. D'accord. Et exit le marché des petits calibres de la chips. Les petits pour la calibres. Binge. Ensuite, il y a eu les producteurs qu'évoquait Thierry tout à l'heure, qui ont commencé. Binge est un marché très spéculatif, avec des aléas financiers importants, ont cherché à se différencier. Et ils ont commencé à laver les pommes de terre. Et en lavant les pommes de terre, on a commencé à chercher des variétés adaptées, belles, dans le beau calibre. Binge n'est pas une belle variété. Binge est Vous l'avez, pas c'est vrai. terrible. C'est Elle vrai est très bonne, mais qu'aujourd'hui, elle n'est pas belle. on a des variétés colorées, des pots à la fois qui nous donnent envie. Mais justement, la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, quelle sera la variété idéale en 2025 de pommes de terre? Est-ce que vous avez, comme vous disiez... Je ne crois pas qu'il y en ait une. Et ce qui a été la chance des sélectionneurs pour accomplir notre métier, c'est qu'effectivement, en considérant la génétique de la pomme de terre, en considérant l'ensemble des qualités qu'une pomme de terre idéale devrait réunir, la probabilité d'obtenir ce produit idéal est nulle. Et donc cette segmentation des marchés en variétés spécialisées pour le frais, avec des variétés spécialisées pour l'industrie, que ce soit la chips, la frite ou la fécule, oui, ou des variétés agronomiquement spécialisées à certains grands bassins de production, il y aura donc toujours une multitude de variétés. Toujours. D'accord. Alors, pendant que vous allez nous expliquer la confrérie des toqués, ce que je propose à Anna, c'est de vous faire déguster, qu'elle vous fasse déguster son gâteau. Avec plaisir. Parce que, comme ça, pour nous donniez votre avis de sélectionneur sur ce gâteau. Donc, vous avez créé, Éric Bonnel, la confrérie des toqués. Pourquoi? Quel était l'objectif de cette confrérie? La confrérie des toqués, c'est en fait une confrérie de chefs, de très bons chefs du Finistère, bretons. Et notre entreprise étant finistérienne, on a voulu s'associer les meilleurs chefs pour nous aider d'ailleurs à définir qu'est-ce qu'était une bonne variété au niveau culinaire. Et donc cette confrérie n'a d'autre objet que de faire dans un premier temps au niveau finistérien l'évaluation de nos variétés, de nos meilleures variétés pour le marché du frais et de nous proposer de ce fait, pour moi le sélectionneur, grâce à cette confrérie, j'ai des retours très important sur ce qu'il m'appartient de chercher. Par ailleurs, effectivement, au niveau du marketing, l'équipe marketing se saisit de ces suggestions de recettes que cette confrérie nous propose. Donc une organisation en filière. Merci beaucoup. Nous allons déguster le gâteau à base de farine de pommes de terre. Merci Anna Balfray. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle émission de Semence Mag. Et d'ici là, n'oubliez pas, la semence est au cœur de la vie.